je vais enchaîner en fait directement pour ouvrir donc la session 1 sur la médiation théâtrale, histoire, modèle et enjeux. Donc nous avons conçu évidemment cette session comme introductive finalement aux deux journées. Pour débuter cette session, je citerai des propos extraits du rapport de Nicolas Auboin, Frédéric Kletz et Olivier Lenay, d'une étude qualitative sur l'évolution des emplois de la médiation dans le secteur culturel qui date de 2009, un travail dans le cadre du DEPS, et qui est en fait la dernière grande publication du DEPS sur la question de la médiation. Donc 2009, vous voyez que c'était bien de s'y pencher aujourd'hui. Je cite, le titre de l'étude, c'était « Entre continents et archipels, les configurations professionnelles de la médiation culturelle ». Et dans un chapitre intitulé « La médiation, une évidence mystérieuse », les auteurs soulignaient les points suivants. Premier point, pour la plupart des lieux culturels, la médiation a acquis un caractère d'évidence. Deuxième point, parallèlement, il existe pratiquement autant de doctrines que de discours et de pratiques locales. Et troisième point, mais pour tous, l'ambition est bien là, régénérer l'action culturelle. Je partais de ça, parce que d'une part c'est le dernier propos de la dernière grande étude, et pour souligner quand même cette ambition commune et finalement ce flou général sur ce que recouvre la question de la médiation, flou sur lequel va revenir Marie-Christine. Face aux enjeux, donc non seulement de démocratisation des publics, de publics, donc les enjeux que l'on traverse en ce moment, Emmanuel a rappelé le contexte dans lequel nous sommes, c'est aussi un enjeu réel, la question des publics dans cette crise sanitaire, face aussi aux questions de démocratie culturelle qu'a soulevé Isabelle Jacot-Marchand, de droit culturel, dans le contexte donc assez complexe que nous connaissons aujourd'hui, faire le point sur la notion de médiation théâtrale, son histoire, les critiques dont elle fait l'objet, les pratiques qu'elle recouvre, les modalités de formation qui en découlent, nous paraissaient d'autant plus nécessaires. D'où cette session ce matin qui est en deux temps, une première intervention de Marie-Christine Bordeaux, qui va nous proposer une véritable introduction générale, puis les trois interventions de Joël Aden, Benjamin Dubreuil et Pascal Papini, dont le fil rouge sera vraiment la question de la formation et de la transmission. Donc, Marie-Christine Bordeaux, que je vous présente, avant de lui laisser la place. Donc, vous êtes professeure de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble-Alpes. Parmi vos thèmes de recherche, outre l'éducation artistique et culturelle, évidemment, question qui nous touche énormément à l'ANRAT. D'ailleurs, vous êtes membre du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle. Vous avez consacré à cette question un autre ouvrage qui nous est très cher, qui est l'éducation artistique, l'éternel retour, une ambition nationale à l'épreuve des territoires, qui est aux éditions de la Tribu en 2013. Et puis un nombre d'articles. Mais votre question clé aussi, c'est la question de la médiation culturelle. Je pense en particulier à l'article qui était paru dans l'Observatoire de l'hiver 2018, où vous avez souligné l'illusion d'une catégorie homogène, avec des métiers encore mal définis et des configurations professionnelles éclatées, et la difficulté de définir la notion. Et vous concluez cet article par cette phrase « Étudier la médiation culturelle, c'est donc prendre en compte la double nature de la culture, elle est aussi bien ce qui sépare que ce qui relie ». Qui donc mieux que vous pouvez ouvrir ces journées d'études consacrées aux enjeux, acteurs et modalités de la médiation, avec donc l'introduction que vous nous proposez à la notion de médiation théâtrale, genèse, limites et enjeux actuels. Je vous cède donc la parole. Merci Philippe pour cette introduction qui me met un petit peu la pression, disons-le. Merci à l'ANRAT, à la MSH et à Paris 8 d'avoir organisé ces journées d'études et de m'avoir invitée. J'étais très heureuse d'être invitée, de pouvoir répondre à votre attente, en tout cas je l'espère. Juste un premier mot pour vous dire d'où je parle, c'est important. Aujourd'hui, vous attendez des paroles définitives et des effets de vérité sur la médiation, donc je vous le dis d'avance, vous allez être déçus. On l'a éprouvé dans la recherche en santé depuis bientôt 2 ans. La recherche n'est pas là pour dire la vérité ou pour asséner des vérités définitives, mais simplement pour essayer de comprendre les phénomènes, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient humains ou
propos artistiques. Donc les propos que je vais vous tenir, ils sont situés dans des recherches données, à des époques données et par rapport à des acteurs bien particuliers. Donc vous ne vous reconnaîtrez pas complètement dans tout ce que je vais dire et c'est tout à fait normal puisqu'on parle d'une notion, Philippe vient de le dire très bien, qui est floue, qui reste floue et c'est tout à fait normal, ça fait partie des mots valises et je le dis dans un sens pas du tout négatif, dans lesquels un certain nombre d'acteurs, militants ou non militants, chercheurs, vont finalement placer leurs objets, leurs espoirs, leurs engagements. Et le fait que les contours de la notion soient flous n'est pas du tout en soi un problème. Ce qui est intéressant, c'est ce que les gens, les acteurs, nomment la médiation et la manière dont ils s'y retrouvent. Et au fond, c'est un petit peu la même question que celle de l'art. Donc moi, je vous parle d'une double expérience, une expérience d'acteur. Ma première vie professionnelle, je l'ai passée au ministère de la Culture, essentiellement en DRAC et au service de l'éducation artistique. Et puis j'ai une deuxième vie professionnelle qui est une vie de chercheur, mais aussi d'acteur, puisque dans mon université, nous avons la chance d'avoir 2 lieux de spectacle, une salle de spectacle et un vrai théâtre, tout neuf, on peut dire, et qui est également pas seulement un lieu de diffusion, mais qui est d'abord un lieu de pratique et qui accueille les pratiques de toute la communauté universitaire lorsqu'elle travaille en partenariat avec des artistes et avec des structures, qui est chez nous, je dirais, la pierre d'angle de l'action culturelle à Grenoble. Et puis j'étais très sensible aux paroles d'Emmanuel de Marcimota, parce que je suis aussi, en tant que vice-présidente en charge de la culture et de la culture scientifique. Et en ce moment, je suis très engagée sur la dimension sciences-société. Hier, j'étais au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous avions une journée d'études sur la désinformation et sur la désaffiliation aussi des individus par rapport aux institutions. Et puis, la semaine dernière, j'étais à Metz pour le congrès international Science and You, où on a beaucoup parlé de la communication et de la médiation scientifique. Là aussi, contour flou, mais réalité extrêmement prégnante. Donc, ne nous arrêtons pas trop au flou des contours. C'est pas le sujet le plus intéressant. Alors effectivement, c'est très bien Philippe que tu aies cité l'étude de nos collègues, qui est la seule étude qui existe aujourd'hui, et qui s'est attachée à la médiation dans tous les domaines culturels, c'est-à-dire pas seulement dans les musées et dans le patrimoine, ce qui est vraiment le secteur culturel dans lequel la médiation a été jusqu'à présent la plus étudiée. Donc effectivement, on peut constater que il y a beaucoup de choses paradoxales dans la médiation et qui correspondent au paradoxe fondamental de la culture. Tu citais cette phrase conclusive de l'article dans l'Observatoire, la culture c'est ce qui sépare et ce qui relie. Et effectivement, sommes-nous bourdieusiens, c'est-à-dire pensons-nous que la culture est ce qui permet de se distinguer des autres et finalement de renforcer le capital culturel de certains individus pour, disons-le, enfoncer d'autres individus dans les trajectoires sociales. Sommes-nous certaliens, plutôt du côté de Michel de Certeau, c'est-à-dire intéressés par ce qui permet à un individu d'être autre chose que ce que son milieu a décidé qu'il serait. Finalement, quels sont les interstices de liberté? Qu'est-ce qui peut expliquer des trajectoires en apparence erratiques par rapport à une sociologie qui explique plutôt comment justement ces trajectoires sont extrêmement fermées par rapport au milieu d'origine. Il me semble que si nous sommes ici pour parler de la médiation, c'est plutôt pour comprendre comment non seulement s'exercent les transmissions, mais surtout ce que les sujets, les individus font des ressources culturelles qui sont mises à leur disposition, pour développer leur propre culture. Et je dis bien, je dis cela non pas au singulier, mais au pluriel, puisque ce qui caractérise les jeunes générations aujourd'hui, par rapport à ma génération, par exemple, c'est que les générations aujourd'hui sont beaucoup plus exposées que nous ne l'étions au même âge à des cultures extrêmement différentes. Culture de la famille, culture des pairs, la culture jeune s'est beaucoup développée,
culture transmise par les médias, culture issue des industries culturelles et toutes sortes de cultures populaires. Et donc, au fond, la médiation, c'est pas seulement la transmission, ce n'est pas seulement l'appropriation, c'est la manière dont on organise l'accès à un certain nombre de ressources culturelles et la manière dont on va être attentif à la possibilité ou non qu'ont certains individus, là où ils sont situés, pour pouvoir finalement développer leur futur culturel et leur futur tout court, entre autres avec ces ressources culturelles. Alors, si la médiation désigne cela, c'est vrai que la notion n'est pas encore bien stabilisée, déjà dans les milieux professionnels, hein, et je le développerai un petit peu plus, et par ricochet dans les milieux de la recherche. Parce que la recherche devrait être complètement indépendante des enjeux, hein, des acteurs, mais elle ne l'est pas. Et combien de livres ont été écrits sur Jack Lang? J'y ai moi-même participé, avec bonheur, parce que j'ai eu la chance d'avoir Jack Lang comme ministre. Et combien de livres sur la médiation, et notamment la médiation théâtrale, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc il y a toujours un effet réverbère qui est apporté par la société et qui va attirer ou non les milieux de la recherche. Et il me semble que les milieux de la recherche peuvent eux aussi jouer cet effet réverbère, mais à l'envers, en pointant dans la société des zones où il se passe des choses intéressantes et qui ne sont ni dans les médias, ni dans la conscience générale des décideurs. Et c'est un petit peu ce que les chercheurs ont pu faire sur l'éducation artistique, sur la médiation culturelle, sur les publics dits empêchés. Hein. La formule n'est pas très bonne, mais enfin, elle désigne quand même des difficultés sociales réelles. Et donc, c'est peut-être le rôle que peut avoir la recherche de donner indirectement de la légitimité à certains sujets, mais tout simplement de donner de la visibilité à certains sujets. Et si nous pouvons ensemble travailler à la visibilité de ces sujets, je pense à la médiation, je pense à l'éducation artistique, Emmanuel, je pense aussi à la culture et les étudiants, hein, eh bien, on aura fait chacun notre travail à notre manière, de notre côté, mais de manière conjointe et concertée. Alors, cette notion qui n'est pas encore stabilisée, Auboin, Cletz et Lenay disent qu'elle s'est banalisée. C'est vrai. Et en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a encore une hostilité qui a des fondements historiques à la notion même de médiation. Autour de la médiation ont ressurgi d'anciennes querelles qui remontent à la fondation du ministère de la Culture par Malraux, et puis des querelles plus récentes sur les missions des structures labellisées par le ministère de la Culture ou labellisé, par exemple, comme scène régionale. Et donc, il y a encore aujourd'hui de la tension autour de la notion de médiation culturelle. Et lorsque je faisais ma thèse sur la médiation dans les arts de la scène, je constatais, il y a 20 ans, qu'il y avait énormément de tensions du côté de la médiation théâtrale. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. On peut constater aussi qu'il y a un écart entre des discours qui restent très structurants autour de la critique de la médiation et des actes qui sont eux aussi structurants, mais en sens inverse, c'est-à-dire toutes ces actions qui sont menées auprès de tous les publics et avec tous les publics. Alors, une des réponses à ce flou et à cette idée, mais alors, du coup, c'est quoi la médiation? C'est de dire que ce soit dans le langage de la recherche ou dans le langage des acteurs, il faut renoncer définitivement au singulier. Si on dit la médiation, vous voyez, la médiation culturelle, la médiation théâtrale, la médiation scientifique, on postule sans finalement interroger ce postulat, qu'il y aurait une définition unique et générique de la médiation et qu'ensuite il y aurait des espèces de déclinaisons locales dans les différents domaines culturels et scientifiques.
Alors, c'est conceptuellement séduisant, hein, puisque finalement, on attend souvent de la pensée conceptuelle des grandes notions qui éclaireraient finalement de manière uniforme toutes les dimensions de la pratique. Mais c'est inadapté à la réalité, c'est inadapté à l'état des pratiques, et il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée de s'accrocher à l'idée qu'il y aurait une définition unique et générique de la médiation. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a deux modèles majeurs de la médiation. Un premier modèle qui est la médiation du patrimoine et des musées, où la médiation est déléguée à un médiateur. Pour une raison très simple, les artistes ne sont pas là ou plus là, hein, ils sont morts tout simplement. Et donc, il y a un espace de parole et d'action qui est assez facile à observer et à délimiter, qui est le travail du médiateur culturel dans ce domaine-là. Et puis, alors dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je suis obligée de dire les choses simplement par manque de temps. Et puis, un autre modèle qu'on pourrait appeler la médiation du spectacle vivant, qui est plutôt traditionnellement et historiquement assurée par les artistes et qui met finalement les bénéficiaires de la médiation et les acteurs de la médiation dans une actualité, je dirais une temporalité beaucoup plus proche. Alors là aussi, c'est un peu caricatural de dire qu'il y a un modèle de la médiation du spectacle vivant, mais en tout cas, ça permet d'avoir déjà deux premiers repères. Et pour conclure sur ces propos introductifs, je dirais que la manière de s'en sortir, c'est la notion de tiers interprétant. Qu'est-ce qui fait tiers interprétant dans les situations de médiation, quelles qu'elles soient, et où qu'elles se passent? Parce que si il y a médiation, ou si on nomme médiation ce qui s'y passe, c'est bien parce qu'il y a la conscience d'un écart. Alors les uns vont dire un écart entre l'offre culturelle et des publics qui ne fréquentent pas cette offre. Un écart entre les cultures, une culture des institutions, une culture financée par les pouvoirs publics et une culture vécue qui, elle, n'est pas financée. Regardez ce qui se passe du côté de la pratique amateur, hein, du théâtre, qui est beaucoup moins financée et soutenue et même reconnue que la pratique professionnelle. Et donc, qu'est-ce qui permet de résoudre cet écart? C'est un tiers. Mais plutôt que de dire que ce tiers est un acteur, un humain, le médiateur culturel, on peut dire que ce tiers peut être un dispositif, une organisation, etc. Par exemple, dans le cas de l'éducation artistique, on accorde beaucoup d'importance, et c'est tout à fait normal, à la venue des artistes et à l'activité des artistes auprès des jeunes, et on n'étudie pas assez la modification des milieux éducatifs qui est provoquée par les projets d'éducation artistique et qui agissent, cette modification des milieux éducatifs agit elle aussi sur l'enfant. Quand pendant 3 mois, un enseignant ou une enseignante va dire il y a un danseur qui va venir, on va faire des choses formidables avec cette personne, l'enseignant ou l'enseignante crée un horizon d'attente auprès des jeunes qui est déjà actif et qui fait déjà médiation. Donc c'est ça que j'appelle cette notion de tiers. Il y a quelque chose qui bouge les lignes et qui permet finalement la communication entre les univers culturels. Alors, je vais développer des choses que je viens d'introduire de manière peut-être un petit peu schématique, et je vais m'appuyer essentiellement sur un article que j'ai publié dans un ouvrage piloté par Elisabeth Caillé, qui a été une personne très importante pour la pensée de la médiation culturelle et qui a travaillé au ministère de la Culture. Et ce livre s'intitule « La médiation, 5e roue du carrosse », avec un point d'interrogation, ce qui laisse entendre qu'il y a encore aujourd'hui un problème avec la médiation. J'ai fait un article sur les résistances à la médiation dans les arts de la scène. Alors peut-être ne serait
vous pas d'accord avec ce que je vais dire parce que ça ne correspondra pas à ce que vous vivez. Et a priori, ce que je vais dire s'adresse plutôt à des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, si vous sentez une distorsion entre ce que je vais dire et ce que vous vivez, ce que vous mettez en œuvre, je dirais que c'est normal. D'abord, le réel est complexe et parler en 20 minutes oblige à schématiser, et aussi que ce que j'ai observé ne s'adresse pas nécessairement à vous et à ce que vous mettez en œuvre. Alors, on voit par exemple que la médiation culturelle s'est développée historiquement de manière très différenciée entre les domaines culturels. Elle n'a pas été si évidente que ça dans le monde des musées, mais on peut dire que 30 ou 40 ans après, on peut avoir l'impression que c'était facile et évident. Mais même dans les musées, l'idée de mettre le public au cœur du projet de l'institution muséale a été une véritable révolution, que l'on a appelé le tournant communicationnel des musées dans les années 80, et qui a été une révolution précédée dans les années 70 par l'invention des musées de société, qui étaient des musées qui se définissaient comme au service du progrès de la société, au service de la société et du progrès social. Alors, cette vision-là de la médiation qui s'est développée dans les musées, elle a très peu contaminé les autres secteurs culturels. Je dirais que la médiation culturelle, par exemple, dans le champ de l'art contemporain, est encore très peu développée. Et j'ai souvent l'occasion de faire des remarques de bon sens et très évidentes sur l'absence de textes de médiation compréhensibles pour des publics peu experts dans les centres d'art, où le jeu qui est souvent entretenu autour de l'idée qu'il faut d'abord que l'œuvre parle par elle-même et on apportera ensuite les explications si c'est absolument nécessaire. Alors cette vision, qui n'est autre qu'une reformulation de la doctrine du choc esthétique, me semble assez biaisée dans la mesure où on postule qu'il y aurait dans les œuvres une force communicationnelle telle qu'elle agirait sur les publics. Et c'est vraiment être très peu sociologue et très peu anthropologue que de penser que finalement on laisse d'abord l'œuvre parler par elle-même et puis ensuite on va réparer ce qui n'a pas marché. Tout à l'heure, je vous parlais des horizons d'attente qui étaient créés par la modification des milieux éducatifs. On pourrait parler aussi de théories de l'art, comme celles qui sont développées par Schaeffer et d'autres qui indiquent qu'une œuvre d'art se situe au croisement entre une intentionnalité esthétique en production et une intentionnalité esthétique en réception. Et l'éducation artistique, elle travaille bien sur la fabrication des intentionnalités esthétiques en réception. Il faut que l'œuvre d'art se déploie dans un espace où ces intentionnalités-là peuvent se rencontrer et donc où il existe une intentionnalité esthétique en réception. Et on constate aussi que dans le domaine des arts de la scène, et plus particulièrement dans le domaine du théâtre, il y a eu de fortes résistances. Et ma thèse portait sur la comparaison entre les médiations de la danse contemporaine et les médiations du théâtre contemporain. Et c'était vraiment très différent dans les deux champs. Alors c'était il y a 20 ans, et je constate que les choses ont évolué depuis, mais il y a un certain nombre d'éléments qui me paraissent assez constants. Par exemple, on voyait à cette époque-là, dans le théâtre, deux médiations majeures, deux types majeurs de médiation. Une médiation discursive, de l'ordre de la préparation, du commentaire, avant, après un spectacle, avec des formes que vous connaissez bien, qui sont aujourd'hui totalement banalisées, mais qui ne se pratiquaient guère il y a 20 ans, les discussions en bord de plateau après les spectacles, et aussi des dispositifs qui permettent de préparer finalement la réception d'une œuvre théâtrale, des dispositifs scéniques, mais aussi des dispositifs particuliers d'accueil des publics. Mais dans l'ensemble, on voit qu'il y a un modèle, il y a un type majeur qu'on peut appeler la médiation discursive. Et puis l'autre médiation majeure dans le théâtre, c'est la médiation expérientielle, c'est-à-dire faire l'expérience de l'art
une expérience vécue de l'intérieur d'une pratique. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler toutes les actions qui sont fondées sur le partage des pratiques. Partage des pratiques dans l'éducation artistique, partage des pratiques dans des ateliers qui sont de plus en plus organisés dans les structures du spectacle vivant. Et tout ça, ce sont des évolutions relativement récentes. Et si on comparait à cette époque-là par rapport aux médiations de la danse contemporaine, on voyait des pratiques tout à fait différentes, et en particulier, on voyait les compagnies chorégraphiques être beaucoup plus dans une espèce de déplacement de la danse dans le social, en allant danser partout, en créant de véritables genres dans la médiation de la danse, les conférences dansées, les lectures démonstrations, etc. Et je me rendais compte en dialoguant avec des danseurs et des chorégraphes qu'il y avait une culture professionnelle qui était très précise autour de ces modalités-là de transmission. J'observais aussi que contrairement aux comédiens, les danseurs n'hésitaient jamais à utiliser des fragments de danse, à danser dans des situations complètement incongrues et on peut le dire périlleuses, et qu'ils faisaient énormément danser les publics qui étaient venus pour ce qu'ils imaginaient être une conférence. Et cet appui sur les langages artistiques, cet appui sur la pratique était distribué d'une manière tout à fait différente dans le secteur du théâtre. Alors, il y a certainement des explications, et on peut dire que installer une situation théâtrale, ça prend plus de temps qu'installer une situation de danse. Faire éprouver de l'intérieur de la pratique ce que c'est que le théâtre, ce n'est pas la même chose que de faire éprouver un état de danse, hein, mais cela vient peut-être aussi du fait qu'il y a une culture professionnelle de ce que c'est, hein, que d'amener des sujets au théâtre ou à la danse dans lesquels peut-être les danseurs avaient plus d'antériorité. Et puis une autre explication, c'était que les danseurs avaient un lien avec la formation que n'avaient pas les comédiens. Il y a 20 ans, hein, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, on était quand même sur une population professionnelle qui s'était plutôt faite toute seule, hein, finalement sans formation, alors que les danseurs, eux, avaient suivi des formations longues et exigeantes et avaient fait le geste de s'arracher à ces formations pour inventer de nouvelles manières, non seulement de faire de la danse, mais de penser l'enseignement en danse. Donc pour toutes ces raisons, je voyais des différences très importantes entre deux champs qu'on aurait pu imaginer relativement proches. Et puis, il y avait aussi un phénomène qu'on a bien connu dans les années 80 et qui a marqué la danse, c'est le sida. C'est-à-dire que dans les années 80, sont partis très vite des chorégraphes importants, de jeunes chorégraphes qui étaient vraiment des étoiles montantes, et il y a eu une conscience très aiguë de la perte de mémoire, de la perte et du fait qu'il n'y avait pas d'histoire de la danse. Donc, il y a eu une conjonction dans ces années-là entre le besoin de transmettre et le besoin de construire sa propre mémoire. Et je dirais que les milieux théâtraux, ils ont été affectés aussi, mais pas de la même façon. Et il n'y a pas eu la même prise de conscience de la nécessité de faire mémoire et de faire son histoire en même temps qu'on la transmet. Et du coup, on a vu fleurir dans les années 80, 90 et encore au début des années 2000, beaucoup de choses sur l'histoire de la danse qui étaient, est-ce que c'était des spectacles, est-ce que c'était des médiations? En fait, on n'en savait rien et c'est ça qui était très intéressant. Et j'ai pu observer que dans le théâtre, il y a eu à peu près, il y a eu des choses similaires qui se sont développées, mais pas autant et certainement pas de la même façon. Alors, une autre difficulté qu'il y a eu dans la médiation, c'est l'écart très important sur le plan quantitatif et sur le plan du sens entre le développement de la médiation dans le champ de la recherche et le développement de la médiation dans les champs professionnels. En fait, ce que Auboin-Cletz et Lenay relèvent dans leur étude, je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est l'importance surprenante
qu'a prise la médiation dans le champ de la recherche, alors que dans le monde de la pratique, la médiation a avancé à tâtons sur des bases fragiles. Souvenons-nous que les premiers médiateurs culturels étaient d'abord dans les musées, et ensuite, ils ont été embauchés dans le cadre du dispositif Emploi Jeune au cours des années 90. Et que très souvent, ce n'étaient pas des médiateurs, mais c'était des administrateurs culturels qui étaient, grâce à ce dispositif, accessibles pour des petits lieux et des petites compagnies. Et donc, on avait un écart entre l'inflation théorique sur la médiation et voilà une difficulté de définition, de prise en compte, de création d'un champ professionnel cohérent dans le monde de la pratique. C'est parce que du côté de la théorie, il se jouait quelque chose de très important, qui était d'inventer un troisième modèle de la communication. Je suis en sciences de l'information et de la communication. C'est pas tout à fait un hasard si je travaille sur la médiation, puisque ça a été pour nous un enjeu théorique majeur. Nous avions deux modèles de la communication. Le premier modèle qui est celui de la communication, le modèle cybernétique, c'est-à-dire il y a un message, il y a un récepteur. Il faut faire en sorte que le message parvienne dans les meilleures conditions jusqu'au récepteur. Évidemment, ce modèle cybernétique, un modèle de machine, a très vite été remis en cause et il a été remplacé par une autre tentative théorique qui est, je dirais, une définition interactionnelle et orchestrale de la médiation. Il n'y a pas de message au départ et il n'y a que des messagers. C'est Bruno Latour qui dit ça très très bien. Mais pour le dire autrement, le message se constitue dans le temps même et dans la dynamique de l'interaction. Donc il n'y a pas de message préalable. Et puis autour de tout ça, il y avait aussi l'idée que les messages ne peuvent se transmettre que s'ils sont déformés. Alors ça, Bruno Latour a admirablement expliqué ça. Il n'y a pas de message pur que l'on peut transmettre. Si le message arrive à se transmettre, c'est parce qu'il a été déformé, reformulé, resitué, approprié par d'autres acteurs. Et donc, il faut accepter que le message nous échappe, en tout cas, échappe à celui qui l'a conçu au départ. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le théâtre ? L'art, c'est pas des messages. Bien entendu, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais il y avait justement l'idée dans ma discipline qu'il fallait créer un troisième modèle de la communication, un modèle qui serait fondé sur l'idée de tiers interprétant. Et c'est ce tiers interprétant qui allait pouvoir expliquer comment des groupes sociaux ou des individus qui étaient fabriqués par leur famille, par les territoires où ils vivent, par les conditions qu'ils subissent, eh bien, comment tout ça allait pouvoir dialoguer, échanger, et comment un individu allait pouvoir s'approprier d'autres cultures que sa culture d'origine. Et puis, il fallait qu'on puisse aussi expliquer ce qui se passe dans ces situations de communication entre des artistes, des individus catalogués comme non-artistes, des institutions, tout ça dans un environnement institutionnel avec un certain nombre d'injonctions vis-à-vis des publics. Et je dirais qu'aujourd'hui, 30 ans après, il y a un relatif échec de cette construction théorique, précisément parce que aucun concept unifié n'a réellement émergé de ces travaux. D'abord parce qu'il y a des tensions entre les disciplines, tensions entre la sociologie, la philosophie, l'information, communication. Ça, c'est dès que vous séparez les choses, vous allez créer de la distanciation et de la tension. Et ensuite parce que nous utilisons le même mot pour désigner deux choses différentes. Quand je dis nous, c'est les praticiens et les théoriciens. Et il paraît évident aujourd'hui que lorsque les théoriciens parlent de médiation, on ne parle pas tout à fait de la même chose que ce dont les praticiens parlent. Et j'en veux pour preuve le fait que je suis moi-même, en tant que chercheur, obligée parfois d'aller vers des formulations théoriques plus simples de la médiation, comme par exemple le font les chercheurs québécois, et que ces formulations-là, ces formulations théoriques, permettent mieux que certaines formulations que nous avons proposées nous-mêmes en France, d'articuler
le champ théorique et le champ de la pratique. Et je voudrais terminer, s'il me reste encore 5 minutes, Philippe, parce que j'ai demandé à Philippe de surveiller le temps. Je vous ai apporté quelques diapositives. Alors c'est moi qui les fait défiler, hein, Julia, voilà. Voilà, un petit peu de visuel, hein, pour sortir des discours. Je vous parlais de la sociologie de Bourdieu qui explique très bien la culture qui sépare. Hein. Il y a un autre sociologue qui a travaillé avec Bourdieu, mais qui à un moment donné a suivi une autre voie en sociologie et que personnellement j'aime beaucoup, c'est Jean-Claude Passeron. Et dans son ouvrage intitulé « Le raisonnement sociologique », qu'a priori vous n'auriez peut-être pas envie de lire parce qu'il n'y a pas le mot théâtre ou le mot culture, il y a un chapitre tout à fait remarquable, figure et contestation de la culture, où j'ai trouvé des éléments qui m'ont beaucoup éclairé, non seulement pour la recherche, mais aussi pour la compréhension en fait des politiques culturelles. Passeron nous dit en fait, il y a 3, alors fin ça veut dire finalité, hein. Il y a 3 finalités que l'on retrouve très régulièrement dans les politiques de démocratisation culturelle. La première, ce n'est pas chronologique, hein. En fait, ces 3 finalités vont revenir de manière cyclique. La première, c'est convertir l'ensemble d'une société à l'admiration des œuvres consacrées. Bon, je dirais qu'on est encore beaucoup dans ce paradigme-là, hein, et ce n'est pas un mauvais paradigme. J'ai été intéressée par le fait que le ministère de la Culture affirme la nécessité de l'accès et, disons-le, de la démocratisation culturelle. Et Passeron dit à cette finalité-là sont associées des stratégies qui sont en général des stratégies de prosélytisme. Hein. On va partager, au fond, ce que l'on considère comme étant le meilleur à des populations dont on considère qu'elles n'ont pas ce meilleur. Et en général, on va agir sur les modalités de diffusion de la culture. Une autre finalité pourrait être de développer l'expression autonome des formes spontanées de culture et notamment de culture populaire avec deux façons de le faire, hein, la contre-légitimité et la légitimité alternative. Donc la contre-légitimité sont les discours populistes que vous connaissez bien où on va opposer la culture populaire en disant qu'elle est ancrée dans l'histoire, dans un territoire, qu'elle est authentique et qu'elle correspond aux individus réels et donc on va l'opposer à, en général, la culture moderne, la culture contemporaine, l'art contemporain. Et la légitimité alternative, c'est l'idée qu'on va faire entrer dans le champ de la légitimité ce qui n'y était pas. C'est ce que Jack Lang a fait d'ailleurs très bien en tant que ministre de la Culture, en faisant entrer la bande dessinée, le jazz, les musiques actuelles, le graphe, comme on l'appelait à l'époque, et en faisant entrer dans la bulle de légitimité. Mais quand vous faites entrer dans la bulle de légitimité, ben vous avez tout ce qui reste en dehors de la bulle de légitimité. Par exemple, certaines compagnies de hip-hop, mais pas toutes. Hein. Et on voit bien au moment où le hip-hop est entré dans les paramètres du ministère de la Culture que c'est pas tout le hip-hop qui y est entré, que sont entrés des compagnies de hip-hop qui ont accepté finalement d'entrer dans l'écriture chorégraphique. Hein, et de ne pas être simplement dans le langage chorégraphique. Donc ça correspond à des stratégies en gros de réhabilitation et on va agir sur le commentaire de la culture, c'est-à-dire on va nommer les choses différemment. Le hip-hop devient une forme de danse légitime pour l'institution culturelle. Et puis la troisième finalité qu'on voit également revenir de manière cyclique, c'est la redéfinition même de l'art et de la culture. S'il y a un conflit s'il y a un tel écart entre l'art et le peuple, eh bien, il faut redéfinir l'art. Il faut faire de l'art autrement. Hein, et c'est quelque chose qui est très présent en ce moment, ce qu'on appelle le révolutionnarisme culturel. La stratégie, eh bien, c'est une stratégie de subversion, de renouvellement de la création. Et là, on va agir sur la création artistique elle-même. Donc je suis certaine que ces 3 fins de l'action culturelle, avec leur stratégie et leur modalité d'action,
correspondent à des choses que vous avez pratiquées ou que vous identifiez parfaitement. Et ce qui est intéressant dans cet outil d'analyse que j'ai dégagé à partir de ce chapitre de Passeron, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une espèce d'éternel retour de ces trois thématiques avec la position intenable des pouvoirs publics, qui est de prétendre être dans les trois, en fait, simultanément dans les trois stratégies. En fait, on n'est jamais simultanément dans les trois stratégies, et c'est peut-être le niveau de chacune de ces stratégies qui permettrait de faire une grille analytique assez intéressante des politiques culturelles. Et puis je vais faire, bien que Philippe, on avait dit que je le ferais pas, mais je vais quand même le faire, un tout petit détour par l'éducation artistique, parce que l'éducation artistique est quand même une des formes majeures d'accomplissement concret, de stratégie de médiation. Et si vous regardez ce petit tableau où j'ai condensé pas mal d'années de recherche, on voit que, comme pour la médiation, on utilise le même mot, mais on ne désigne pas du tout la même chose. Et ces choses différentes sont cumulatives. C'est le problème que je signalais tout à l'heure. Quand on voit comment se déroulent les impératifs et les dispositifs qui correspondent à ces impératifs à propos de l'éducation artistique, on voit à quel point ce que nous appelons éducation artistique ne correspond pas en fait à la même chose suivant les décennies concernées. Comme c'est un sujet que vous connaissez très bien, je peux passer très vite, mais on voit que l'impératif de créativité qui correspond aux années d'expérimentation, dans les années 60 et 70, correspondait à quelque chose de très précis, qui était une libération des potentialités créatives de la société à partir de mai 68, et son corollaire en éducation, la rénovation pédagogique, l'ouverture sur la société. Dans les années 80, on a quelque chose qui semble assez paradoxal. Une innovation institutionnelle, ce n'est pas rien que d'avoir réussi à imposer l'idée que les artistes ont droit de citer dans l'éducation nationale. Et puis ça s'est accompagné de financement. Qui dit financement dit cahier des charges. Et on voit que les premiers cahiers des charges qui ont été développés dans l'éducation artistique ont joué un rôle de transmission de l'expérience. C'est pour ça que je suis pas toujours d'accord quand j'entends opposer un discours très libertaire sur l'éducation artistique et puis quand j'entends à partir d'un discours très libertaire sur l'éducation artistique un discours empreint de romantisme pédagogique, comme dit Passeron, accuser les dispositifs comme des choses qui seraient enfermantes. Non, dans les années 80, ces dispositifs ont permis de partager l'expérience des plus expérimentés. Et qu'est-ce qui se jouait à ce moment-là? C'est un impératif de qualité. C'est le moment où le ministère de la Culture s'empare de cette affaire-là et essaye de faire monter en qualité, et on peut parler d'un impératif esthétique. À partir des années 90, on est plus proche de vos expériences, vous connaissez ça très bien, et on a un nouvel impératif qui est un impératif démocratique, un impératif d'extension. C'est la territorialisation des dispositifs d'éducation artistique. Puis à partir des années 2000, le véritable impératif n'a jamais été nommé. On parle de généralisation, mais en fait c'est un impératif de massification. D'où les très fortes tensions qu'il y a eu dans les milieux artistiques et culturels, où, moi je me rappelle qu'au début des années 2000, les milieux artistiques et culturels n'étaient pas emballés du tout par les classes APAC, par des dispositifs où le nombre d'heures diminuait, et on peut le comprendre, parce qu'on ne fait pas du tout la même chose en 40 heures et en 8 heures d'intervention auprès des élèves. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans l'impératif de pérennisation, l'impératif d'ancrage. Il faut non seulement que ça s'adresse à tous, mais il faut surtout que la durée de tout cela soit garantie. Donc vous voyez, c'est la même chose pour la médiation culturelle. Suivant l'époque où on se situe, suivant le domaine artistique et culturel dans lequel on se situe, on va avoir le même mot, mais pas exactement la même chose. Et reprenons les 3 piliers pendant 2 minutes de l'éducation artistique que vous connaissez par cœur. Fréquentation des œuvres, pratique personnelle et ce que j'appelle interpréter. Dans la première colonne, tout va bien. On parle de la même chose, en gros, entre les différents acteurs. Dans la deuxième colonne, celle du faire, on parle en gros de la même chose. Les choses se compliquent dans la colonne qui pour moi est la colonne de la médiation et que j'appelle interpréter.
que d'autres appellent comprendre, que d'autres appellent culture d'un art, distance critique, etc. Et on voit qu'il y a 3 médiations, donc c'est l'avant-dernière ligne, et 3 grands modèles historiques de la transmission culturelle. La médiation par l'art lui-même, dans l'expérience esthétique. Vous reconnaissez un des fondements du ministère de la Culture. La médiation par les pratiques d'expression, par l'appropriation des langages de l'art. Vous reconnaissez un modèle plutôt socioculturel. Et enfin, la médiation par les savoirs, par la distanciation, l'activité discursive. Vous allez reconnaître le modèle éducatif formel, celui de l'école et celui de l'université. Eh bien, pour vous montrer la confusion qu'il y a sur ce 3e pilier, vous n'en avez que 4 exemples. J'ai fait une étude presque systématique des textes importants de l'éducation artistique. On voit que dans le premier pilier, on utilise à peu près les mêmes mots. Dans le second pilier, on utilise à peu près les mêmes mots. Mais dans le 3e pilier, c'est tout et parfois n'importe quoi. Approche analytique de l'appropriation des œuvres, ça, c'est vous reconnaissez, voilà quelque chose qui a été un moment important. On a analyse critique, réinvestissement pédagogique, analyse, mise en relation avec les autres champs du savoir. Bon, il n'y a jamais de mise en relation avec les autres champs de la culture, je ne sais pas pourquoi. Et puis, vous avez des choses où j'ai envie de mettre juste un point d'interrogation. Par exemple, la circulaire sur le parcours, investigation. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit qu'il y a une difficulté pour nommer ce 3e pôle de l'éducation artistique qui, pour moi, et le pôle et peut-être le pôle privilégié de la médiation, même si on peut nommer médiation l'ensemble des activités qui sont désignées par ces pôles. Alors, je voudrais juste terminer, si j'ai encore une toute petite minute, mais non, je crois que c'est bon, que je peux m'arrêter là. J'ai, comme d'habitude, préparé plus de choses que le temps nécessaire pour le dire. Merci. Je voulais intervenir pour remercier Marie-Christine de cette présentation qui, et je ne suis sûrement pas la seule, m'a donné la sensation de recoller des morceaux à l'intérieur de mon vécu, de mes expériences, de mes analyses. Et je voulais te soumettre un questionnement qui est... Alors, tu as parlé de Bourdieu, de Passeron. Tu n'as pas cité Rancière, mais on le sentait en arrière-fond à plusieurs reprises, bien évidemment. Je m'interroge sur les raisons culturelles de ces questions. Moi, j'ai travaillé sur l'idéologie des instructions officielles dans l'éducation nationale du côté du théâtre, et je suis tombée sur des questions que j'ai l'impression de voir en arrière-fond dans ce que tu as montré, cette difficulté à cerner les investigations. Est-ce que ça n'est pas finalement une difficulté pour la culture française dans les rapports de pouvoir à donner toute sa place au récepteur? Parce que ce que tu nous as montré, c'est comment les théories de la réception, en littérature, mais partout dans les arts, ont fait bouger les lignes. Et est-ce que, au bout du compte, la question n'est pas la difficulté pour la culture française dans sa relation aux situations de pouvoir à donner sa place au récepteur? Oui, alors je le dirais dans d'autres termes, Marie, parce que comme le temps était compté, j'ai pas pu apporter cette dimension-là. Il y a un binôme notionnel qui est très intéressant à utiliser pour analyser les médiations, c'est la transparence et l'opacité. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais du premier modèle de la communication, le modèle cybernétique, où on veut que le message passe dans les meilleures conditions possibles vers ses récepteurs. Et nous avons en arrière-plan, et c'est peut-être idéologique, je ne sais pas, mais l'idée que la médiation est nécessairement transparente. On voit ça très bien dans la médiation de l'art contemporain, où très souvent c'est la parole d'artiste elle-même, le verbatim de la parole d'artiste qui est transcrite dans les documents de médiation, que ce soit les cartels, quand il y a des cartels de médiation à côté des œuvres, ce qui n'est pas si souvent le cas, ou dans les petits journaux d'exposition qui sont mis à disposition. Or, ce discours d'artiste dans l'art contemporain est un discours souvent complexe. Donc, et il est présenté comme une médiation, alors qu'en fait, c'est un discours source.
Hein, ce n'est pas la même chose. Et donc le problème, c'est quoi l'espace discursif qui reste au médiateur de l'art contemporain, une fois qu'on a dit que le discours source, c'est également le discours de la médiation. Et donc, en fait, quand on analyse les médiations, ce à quoi on est le plus sensible, c'est à l'opacité, c'est-à-dire au fait que si ce n'est pas l'artiste qui fait lui-même la médiation, qu'est-ce que le médiateur va amener, comment le médiateur devient à un moment donné l'incarnation de l'institution qui porte la médiation. Le médiateur va aussi interpréter l'œuvre d'art, va apporter des points de vue, et c'était une des sources des tensions qu'il y avait dans les maisons de la culture historiquement, lorsqu'elles ont été mises en place. C'était des sources de tensions entre les artistes et les animateurs culturels. Je vous rappelle qu'il y avait des animateurs culturels dans les médiations, dans les maisons de la culture. Il y avait même des médiateurs scientifiques à la maison de la culture de Grenoble, et je me retourne vers Emmanuel. Je pense que c'est des choses, voilà. C'est bien qu'on s'intéresse aux connaissances en général. Et une des sources de la tension entre les artistes et ceux qui étaient les médiateurs de l'époque, c'est que les médiateurs apportaient leurs interprétations, leur distance critique, voilà, et c'était pas seulement à l'époque des maisons de la culture. J'ai assisté à des conflits très importants dans des lieux de spectacle vivant, en disant mais tu peux pas prendre la liberté de dire ça. Et donc ce respect du discours source, du discours d'artiste, explique peut-être les tensions qu'il y a plus particulièrement dans le monde du théâtre, alors que j'observais que dans la danse, notamment dans les années 80, 90 et début des années 2000, le problème pour la danse était tout simplement d'exister. Et je dirais que la danse faisait un peu feu de tout bois. Pardon, la réponse est un peu longue, mais c'est une question très importante. Bonjour. Alors, moi, j'ai un parcours personnel qui est d'abord une formation artistique, puis 15 ans en entreprise dans la communication, et j'ai rejoint l'enseignement depuis 5 ans. Donc j'enseigne dans un collège dans le Nez-sous-Bois considéré comme REP+, où j'essaie de transmettre toute cette expérience à mes mômes. Et ma première question, ma seule question, c'est comment faire pour que ces enfants se sentent concernés. Parce qu'alors, le seul conseil qu'on m'a donné, moi, c'est si tu l'aimes, ils t'aimeront. Si tu les aimes, ils t'aimeront. Ça va, ils m'aiment. Donc, ils me suivent n'importe où je les emmène. Non, mais c'est vrai, Ils suivent, il n'y a pas de problème. Mais alors que tu les amènes à Disneyland, que tu les amènes à la Comédie Française, ou que tu les emmènes au Théâtre Louis Aragon, c'est un peu pareil, ça ne les concerne pas beaucoup. Je ne dis pas qu'ils s'en fichent, Ils s'amusent et tout. Moi, je n'arrive pas à me concentrer sur des ouvrages théorique. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de mal et peu de temps. Et j'aimerais juste qu'on me dise comment je fais moi pour qu'ils se sentent concernés, sachant qu'en fait, ils n'ont même pas de culture chez eux. Il y en a qui en ont. Donc ceux à qui on a transmis une culture, quelle qu'elle soit, vont avoir un certain intérêt. Mais la majeure partie, non. Et il n'y a plus aucune mixité dans notre cité, il faut le dire. Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Ça me permet de dire quelque chose que je n'avais pas eu le temps de dire et qui est très importante. C'est qu'il faut prendre son parti du relativisme culturel des enfants et des jeunes. C'est-à-dire que quand on est dans des situations de transmission de la culture, on transmet aussi les hiérarchies culturelles. Ça, c'est de l'art, ça, c'en est pas. Ça, c'est important, ça, c'est moins important. Ça, seul un artiste peut le faire, ça, tout le monde peut le faire, etc. Et donc, c'est jamais neutre, la transmission culturelle. On transmet aussi des hiérarchies, et des hiérarchies qui sont porteuses de violence entre les cultures. Alors, il ne faut pas être angélique de ce côté-là. Ce que je constate quand je fais des entretiens avec des enfants et avec des jeunes, c'est que ces actions d'éducation artistique leur apportent une ressource culturelle supplémentaire, parmi d'autres. Et donc, il y a encore peu de temps, je faisais un entretien avec des jeunes filles dans un collège, lui aussi classé REP+.
On parle donc c'était sur des actions d'éducation théâtrale, et on parle de la culture en général. Et pour elle, on a parlé des actions menées avec Anne Courel, et puis elles m'ont parlé aussi de Tariq Ramadan, et c'était déhiérarchisé dans leur esprit. Et donc, du coup, ça nous ramène à un niveau extrêmement humble, qui est que faire prendre conscience de cette hiérarchie, on n'y arrive pas. Et on se demande même s'il faut faire prendre conscience de cette hiérarchie. Il faut juste installer dans leur univers culturel la possibilité d'autres références culturelles. Et peut-être en l'associant à cette figure d'adulte que vous représentez, par rapport à ces adolescents ou ces pré-ados, où vous devenez un nouvel adulte référent. Dans une enquête tout à fait remarquable qui a été réalisée par Sylvie Octobre pour le ministère de la Culture, dont le titre est « Transmettre une passion culturelle », on voit que le goût de la musique, des arts plastiques se transmet majoritairement par la famille, et on voit que le goût du théâtre se transmet majoritairement par l'éducation, par la médiation d'un enseignant ou d'une enseignante. Pourquoi ? Parce que le théâtre a mauvaise presse dans les familles bourgeoises et n'a pas de presse du tout dans les familles d'autres conditions. Et donc, vous dites « ils m'aiment, donc ils vont aimer ». Je pense que ça me paraît un très bon point de départ, que vous soyez identifié comme un adulte référent dont l'univers culturel devient désirable. Et combien d'entre nous ont pris le goût de l'art et de la culture parce qu'ils ont eu la chance de croiser des adultes référents, enseignants, qui ont rendu désirable ce qui pour eux est un objet de passion. Mais du coup, je vais parler d'un sujet qui fâche, peut-être. C'est le fait que l'éducation artistique, telle qu'on l'a construit en France, avec sur la base du partenariat, chose que je ne conteste nullement, puisque j'y ai largement œuvré et que je l'ai beaucoup étudié, a mis sur le sable des figures référentes que j'ai connues moi quand j'étais enfant ou jeune, qui étaient le club théâtre. À l'époque, il n'y avait pas de partenaire, et on avait une forme d'appropriation de l'art théâtral qui était transmise par les clubs théâtres et qui était peut-être un tout petit peu plus à la hauteur. Je me disais, si ma prof peut le faire, je peux le faire. Voilà. Alors que quand on allait voir des spectacles et qu'on rencontrait des comédiens, j'étais tellement terrassée par l'admiration. J'avais l'impression qu'ils vivaient vraiment dans un autre monde que moi. Je trouvais ce monde extraordinairement désirable, mais j'avais la sensation que c'était vraiment ailleurs. Et la personne qui faisait la jonction entre ces mondes, c'était mon enseignante qui pratiquait elle-même le théâtre. Et il me semble que à un moment donné, on a un petit peu lâché cette affaire-là. Et que, à force de s'interroger, à force de s'interroger sur le rôle des uns et des autres, on a séparé les rôles des uns et des autres. Et je dirais que la situation dans l'enseignement supérieur est encore plus grave. Ici, sans doute pas, mais dans les enseignements non spécialisés en art et en culture, ce rôle de médiateur culturel, de prescripteur et de transmetteur de mes collègues, je crains qu'il ne soit vraiment très très diminué aujourd'hui. Avec cette deuxième partie de la session 1, avec 3 personnes qui vont se succéder directement, je propose qu'on pose des questions à la fin des 3 interventions, dont le fil rouge sera cette question qui a commencé à être soulevée sur la question de la transmission, c'est-à-dire le lien entre médiation et transmission, et de fait aussi la question de la formation, puisque c'est l'un des éléments communs aux 3 interventions. Nous allons commencer par Joëlle Aden. Joëlle Aden, professeure des universités à l'UPEC, donc c'est l'université Paris-Est-Créteil, chercheuse en sciences du langage, théâtre et langue, expérience esthétique et apprentissage, et ce qu'on appelle la pédagogie énactive. Joëlle, vous avez écrit de très nombreux articles et ouvrages depuis une bonne dizaine d'années, parmi lesquels je ne peux pas ne pas citer l'ouvrage que vous avez dirigé après IDEA, donc Théâtre et éducation dans le monde, de nouveaux territoires d'utopie. Donc, qui a suivi le congrès IDEA 2013, où l'ANRAD quand même était particulièrement présent. Mais aussi tout récemment, votre article « Apport du théâtre à une éducation plurilingue », qui est paru en septembre dernier dans un ouvrage en anglais donc intitulé « The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education ». Excusez-moi pour l'accent. Vos recherches vous ont conduit en particulier à concevoir le parcours Art Enact,
d'un master MEF donc à l'UPEC, à savoir une formation transdisciplinaire s'adressant aussi bien aux artistes, médiateurs, éducateurs, enseignants, en appui sur des ateliers de création artistique pour développer une pédagogie énactive, reliant donc les connaissances abstraites à l'action et à la perception sensible. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons convié ici. En plus, avec un public qui correspond exactement au public que vous avez dans le master, mais aussi dans un diplôme universitaire qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle Expérience esthétique et éducation artistique et culturelle, avec, au passage, pour remarque, un partenariat avec le 104 pour les deux. Donc, le 104, nous nous retrouvons demain. Et c'est fort de ces expériences donc, que vous intervenez aujourd'hui au sujet de cette intervention intitulée « Médiation théâtrale et pédagogie énactive ». Je vous cède la parole. Merci Philippe et bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà, je vais essayer de vous emmener dans un petit parcours avec moi ce matin pour vous parler de cette pédagogie énactive. Donc, je voulais déjà remettre mes fiches dans l'ordre parce qu'elles sont en désordre. Donc, partager cette mise en acte en fait de médiation, qui est une médiation plutôt art et sciences. Et je vais illustrer mon propos avec ce dispositif dont tu viens de parler, Philippe, qu'on appelait Arenact. Donc, Arenact, l'art en action, mais Arenact aussi, l'art est énacté, hein, puisqu'on est dans un paradigme. Et je vais essayer de vous parler de ce paradigme-là ce matin. Et c'est pas forcément une chose simple à faire. Donc, nous travaillons avec une équipe qui réunit une quinzaine de personnes, alors des artistes, des médiateurs, de plusieurs labos, vous les avez ici, Aix-Marseille notamment, 2 de Créteil et puis 1 de Poitiers. Et puis également, nous travaillons avec des partenaires culturels, tu as mentionné le 104, mais beaucoup d'autres qui se sont engagés avec nous depuis 2018-19 et que je voudrais remercier ce matin chaleureusement. Mais je voudrais aussi remercier particulièrement Philippe Guyard pour son écoute, pour ton écoute, tes invitations, ta gentillesse, et puis aussi bien sûr Marie Julia que je ne connaissais pas jusqu'à ce matin, et Emmanuel de Marcimota qui peut-être est parti maintenant. Parce que je voudrais saluer l'action justement des fondateurs engagés de l'ANRAT, parce que je pense que sans ma rencontre avec l'ANRAT que tu as mentionné tout à l'heure en 2009, qui était peut-être un peu fortuite d'ailleurs, mais sans cette rencontre, sans la tâche qui m'avait été confiée à l'époque de piloter d'ailleurs le comité scientifique du congrès idéal, mondial IDEA, Paris 2013, eh bien, en fait, je pense que ce que je vous présente aujourd'hui n'aurait pas du tout eu lieu de la même façon. Et en préparant, alors c'est intéressant que tu sois revenu, parce qu'en préparant cette présentation aujourd'hui, je suis revenue à ces 3 ouvrages, en fait, qui ont été publiés à l'occasion grâce à l'ANRAT. Alors c'est intéressant, parce qu'il y en a un qui a été publié en Allemagne, le 2e en Belgique et le 3e en ligne. Mais bon, nous avions innové dans ce congrès, d'abord en questionnant les neurosciences, et ça n'avait pas été une chose facile à faire. Nous avions créé le premier groupe du théâtre et des neurosciences dans IDEA International. Nous avions organisé aussi un pré-congrès pour les doctorants. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et c'est ceux du British Columbia, enfin de la Colombie-Britannique, pardon, qui nous ont partagé leur thèse orthographique, je m'en souviens très très bien. Et c'est une pratique que nous avons reprise et adaptée, que nous faisons évoluer dans le master que tu viens de mentionner, que je vais présenter. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais en fait, je voulais dire pour introduire ce propos que ces années à Arenact, les débats et les rencontres ont été en fait un creuset pour nous. Alors, on va revenir, et c'est là que je vous demande d'accrocher les wagons avec moi. On va revenir à cette question de l'énaction. D'abord, les 4 mots-clés du titre, qui finalement, alors théâtre, énaction, médiation et pédagogie. Il s'agit d'une remise en question que nous avons faite des modèles actuels de la connaissance, en tout cas des apprentissages. Autrement dit, voilà, on a une hypothèse de départ. L'expérience esthétique est un chemin de connaissance au même titre que la logique
rationnelle. Ça veut dire, en d'autres termes, que nous pensons qu'il n'est pas suffisant de chercher à intégrer les pratiques artistiques à l'enseignement. Bon, alors, si tant est que ce soit le cas d'ailleurs. Hein. Mais il nous semble qu'il faudrait plutôt refonder l'enseignement à partir de nouveaux modèles dans lesquels les pratiques artistiques ont une autre place que celles qu'elles ont aujourd'hui. Alors, Arenact, c'est un incubateur. Pourquoi c'est un incubateur de recherche-formation? Parce que les étudiants qui s'inscrivent à Arenact, et nous le verrons tout à l'heure, mènent aussi des recherches de terrain sur leurs propres hypothèses, mais qui sont attachées à nos hypothèses. L'inaction dans cet incubateur, dans ce parcours, etc. L'inaction, c'est le paradigme fondateur, et je vais en dire 2 mots parce que je ne veux pas vous dire ce qu'on fait, sinon je pense que ça n'aurait vraiment pas beaucoup de sens. Là, on a le paradigme fondateur. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que on nous taxe parfois, bah oui, c'est le master Arenact, l'inaction. Oui, bien sûr, parce que c'est le paradigme qu'on a choisi, mais ce n'est pas, on ne l'a pas choisi de façon dogmatique. C'est pour l'instant, en tout cas, le paradigme qui nous offre une approche intégrative la plus opérante, on va dire, pour traiter des questions qui nous intéressent, notamment celle de tout à l'heure que je viens de vous donner. La médiation par le théâtre, c'est ce que vous questionnez aujourd'hui. Nous questionnons la médiation artistique de façon beaucoup plus large. C'est le cœur pour nous de la relation éducative. Et puis enfin, la pédagogie que nous avons appelée avec Sandrine Eschenauer, qui est la première doctorante à avoir fait sa thèse vraiment sur ce paradigme. On l'a appelée pédagogie énactive formative. C'est le moyen de la mise en œuvre de cette pédagogie. Alors très rapidement, parce que ce ne serait pas honnête de ne pas le faire, eh bien, les fondements théoriques, nous remontons aux années 80, un petit peu comme tu l'as fait tout à l'heure, Marie-Christine. Les années 80 avec l'ouvrage fondateur de Varela avec son directeur de thèse Maturana, qui rappelait les principes neurologique et biologique de la connaissance. C'était en 1984. Puis en 1991, Varela va vraiment modéliser le concept d'énaction et qu'il va publier dans cet ouvrage, The Embodied Mind, mal traduit, je trouve, en français par inscription corporelle de l'esprit, mais ça, on pourrait y revenir plus tard. Et puis, quand il arrive en France, il va s'associer à 2 chercheurs français pour travailler sur l'expérience vécue. Donc, vous les connaissez peut-être, c'est Pierre Vermersch qui a fondé l'explicitation et puis la philosophe Nathalie Desprats. Alors, Varela n'était pas un pédagogue, c'est le moins qu'on puisse dire, et pour nous, se servir ou s'appuyer sur ce paradigme pose un certain nombre de questions. C'est comment mettre en place un paradigme de la complexité dans une éducation de la maternelle à l'université où tout est, on va dire, tout est mis dans des cases et où l'évaluation, par exemple, pose un problème puisque en fait, elle est disciplinaire et que nous voulons travailler sur quelque chose qui n'est pas disciplinaire. Alors, comment mettre en œuvre ce paradigme ? Eh bien, nous nous sommes appuyés sur la synthèse que je trouve personnellement assez lumineuse de la linguiste et pédagogue Hélène Trocmé-Fabre, qui, dans le même temps, dans les années 80, d'ailleurs, au passage, elle avait introduit, dans les années 80, la notion de neuropédagogie, sans doute trop tôt, puisque c'est une notion qui est restée en dormance et puis qui a refait surface plus récemment. Et puis dans ces dialogues avec les scientifiques, dans un dialogue qu'elle a mené avec des scientifiques de plusieurs disciplines, dont Francisco Varela, elle a conçu ce référentiel cognitif qu'elle a appelé l'arbre du savoir apprendre. Ça fait beaucoup d'arbres sur toutes ces couvertures de livres. Et puis c'est ce référentiel-là qui nous sert à nous de socle pour réfléchir à notre pédagogie énactive. Alors, avant de dire ce que l'on fait, parce que vous allez reconnaître, tout à l'heure, je vais vous donner 2 ou 3 exemples rapides de ce que l'on fait, vous allez reconnaître bien sûr ce que l'on fait. Mais la question pour nous, c'est surtout de pourquoi faisons-nous cela et comment expliquons-nous ce que l'on fait. Alors, je vais vous proposer de survoler
ce paradigme à partir de 4 clés. D'ailleurs, avant de décéder, Varela, prématurément, je dois le dire, en 2001, il avait écrit cet article 4 clés pour l'avenir des sciences cognitives, donc 4 clés pour l'éducation. Je vais en définir avec vous, enfin les définir, non, c'est un trop grand mot, je vais survoler vraiment ces 4 notions-là. La corporéité, l'émergence, l'empathie, la médiation. On pourrait les prendre dans n'importe quel ordre, mais moi j'ai choisi celui-là pour ce matin. Alors la première clé, c'est celle de la corporéité. Bon, la corporéité signifie beaucoup plus que juste intégrer le corps dans les apprentissages, parce qu'on entend beaucoup ça aujourd'hui. La corporéité, dans ce paradigme, ça veut dire quoi? C'est que notre connaissance du monde trouve son origine dans notre corps phénoménologique, celui que Jacques Lecoq appelait le corps poétique. C'est ce corps en mouvement, c'est ce corps langageant, nos corps et leur mémoire inscrits dans nos histoires. Et nous serions tous d'accord, parce que il y a quelque chose d'assez interpellant pour moi. On parle souvent de le corps et le cerveau. Oui, mais non, on est d'accord, je pense, pour se dire ensemble que le cerveau fait bien partie de notre corps, c'est sûr. Mais la question en éducation que nous nous posons quand nous travaillons avec les artistes,